Bonsoir, bienvenue à Amiens où le colosse allemand André Greipel a gagné une nouvelle fois, 3 jours après avoir levé les bras en Zélande. Cette étape a été marquée par de nombreuses chutes, une dizaine, fatale notamment à Nasser Boigny, qui a abandonné en première semaine comme en 2013. Les chutes sont nombreuses dans le Tour depuis quelques années, mais elles prennent cette année beaucoup trop de place. Comment l'expliquer ? Autour de ce micro, nous retrouvons notre confrère et écrivain Philippe Brunel du journal L'Équipe, le journaliste de Planète Cyclisme Armel Lebescon, qui est aussi le meilleur spécialiste français de la NBA, et Julien Prétot de l'agence Reuters. Messieurs, avant d'évoquer le sprint gagné par Greipel, nous allons reparler de ces chutes à répétition. Tandis que 2 coureurs étaient échappés, les Français Périchon et Hédet, une première chute a jeté 30 coureurs à terre au kilomètre 18, dans ce qui semblait devoir être un moment faible de l'étape. Nasser Boigny donc a abandonné. 7 km plus loin, c'est encore 10 coureurs qui tombaient. Alors voilà, on se pose des questions. Philippe Brunel, comment expliquer toutes ces chutes ? Il y a bien entendu plusieurs points à soulever, mais d'un point de vue général, comment l'expliquez-vous ? Peut-être l'évolution du Tour, on peut dire une compétition qui est devenue de plus en plus exacerbée, l'envie de gagner les étapes, le peu d'étapes pour les sprinteurs aujourd'hui qui font que chacun veut être là, placer ses équipiers devant, peut-être les oreillettes et les SRM sur les vélos, c'est-à-dire que les coureurs sont maintenant accaparés par l'extérieur, ils sont plus simplement concentrés sur la course, mais ils sont en relation directe avec les directeurs sportifs, peut-être qu'ils s'appartiennent un peu moins qu'avant. D'où certaines distractions. En même temps, aujourd'hui, les chutes sont liées à l'état du revêtement. Je pense qu'ils sont la chute dans laquelle se retrouve Thibaut Pinot. Personne n'est responsable. Un coureur a glissé tout simplement. On a dit aussi que c'était le matériel de carbone. Moi, je crois plutôt que beaucoup de chutes viennent des distractions et puis une sorte de, comment on peut dire, agressivité en course qui n'existait pas avant. Armel ? Je voulais revenir effectivement sur ce que disait à l'instant Philippe. Ça concerne l'agressivité en course. Et une notion très importante selon moi aussi, c'est le manque de respect qu'ils ont entre eux, les coureurs. Alors ceci étant, on peut très bien dire aussi, ils sont là effectivement pour représenter une marque, pour gagner. On va pas aller, ils ont tous un esprit de winner. Mais ce manque de respect, il n'existait sûrement pas de cette manière, en tous les cas, il y a, on va dire, 15, 20 ou 30 ans. Julien ? Oui, un peu la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, il y a pas mal de cerveaux qui ont été complètement débranchés. Il faut être devant. Tout le monde doit être devant. Tout le monde veut être devant. Parfois, je pense qu'ils ne savent même plus pourquoi ils veulent rouler devant. Il n'y a plus une équipe de leaders qui est devant. Aujourd'hui, on a Tinkoff qui veut être devant. On a 4 gros favoris, 4 équipes qui veulent être devant, plus les équipes de sprinters. On a un matériel qui fait que les coureurs ne peuvent plus freiner. Bon, voilà, il faut pas s'étonner. Et j'en parlais avec Yvon Madio ce matin aussi, la notion de respect, il me disait mais c'est incroyable dans le peloton ce que ça frotte, les coups de coude, même contre Froome, qui était maillot jaune, qui était encore maillot jaune hier, il n'y a plus aucun respect du maillot. Alors c'est vrai, il y a la pression mise sur les coureurs via les oreillettes, puisque toute la journée on leur répète sans arrêt, faut être devant, go, faut être devant, et c'est pas des amabilités, c'est des ordres. En ce sens, est-ce que le cyclisme a dépasser un peu les limites, Philippe ? Il est un peu dévoyé de son essence. C'est-à-dire le cyclisme, c'est un coureur qui devrait être un peu maître de ses actes. Et d'ailleurs, on disait souvent la définition on va dire après-guerre, la définition du champion qui un jour avait été donnée par Maurice Demuer, le directeur sportif de Peugeot, qui me semble à peu près convenable. C'est un homme seul sur la route qui est capable de renverser une situation compromise. Alors évidemment, c'était une époque où il n'y avait pas d'oreillette. Le coureur devait décider par lui-même de l'attitude à prendre. Et pour nous, suiveurs, journalistes, c'était bien plus intéressant dans la connaissance du coureur qu'aujourd'hui où on les sent un peu téléguidés, un peu privés d'initiative, de détermination. Oui, en cela, peut-être ça a dévoyé, je pense, l'esprit même du cyclisme, oui, sa nature. Ceci étant, sur le championnat de France, il me semble qu'il n'avait pas d'oreillette des coureurs. Et on a vu là aussi la belle gamelle qu'il y a eu dans le final. Alors là aussi, c'était sur un manque de respect. On a l'impression à un moment donné, de toute manière, soit ils sont téléguidés ou ils ne le sont pas, ils sont dans un vidéo game quelque part. Ils sont prêts à aller à la castagne. Cela dit, tomber dans un sprint, quand on connaît l'importance d'une victoire dans un championnat de France ou dans un Tour de France, quelque part, c'est pas un manque de respect, c'est juste le gars qui veut absolument gagner et qui fait une manœuvre peut-être un peu illicite comme celle d'Anthony Roux contre Boigny au championnat de France. Mais moi, je parle d'une chute aujourd'hui qui est intervenue au kilomètre 18, un moment où la pression ne doit pas exister.
Oui, bah, ça peut aussi relever de la maladresse. J'en reviens sur les oreillettes. Aussi, un coureur a toujours le droit de ne pas écouter ce qu'on lui dit. Il peut toujours débrancher l'oreillette, il peut toujours retrouver son propre déterminisme. Il y a 2 exemples qui me viennent comme ça à l'esprit dans l'histoire du cyclisme. C'est Eddy Merckx dans le Tour des Flandres 69, où son directeur sportif de l'époque chez Faema, Drissens, lui recommande de rester tranquille dans le peloton, qui s'en va, qui n'écoute pas son directeur sportif et qui va réaliser un exploit légendaire. Même chose pour Ocaña, à Orsières-Merlette, où on lui avait quand même recommandé d'être un peu calme. Et je pense qu'un coureur doit aussi de temps en temps outrepasser un peu les ordres, enfin, retrouver sa propre liberté. C'est précisément pour ça qu'ils ont fait le cyclisme au tout début. C'est ce que disait Marc Madiot avant-hier, après la grosse chute dont était victime William Bonnet. Redonnons le cyclisme aux coureurs, tout simplement. Julien. Oui, moi je veux prendre un exemple un peu plus récent encore, c'est Alberto Contador quand il était dans l'équipe d'Armstrong chez Astana. Il avait posé l'oreillette. Enfin, il l'avait pas posé, il avait dit mon oreillette marchait pas, j'ai pas compris, et il avait attaqué. Alors, pour expliquer ces chutes, malgré tout, il y a le matériel. Il n'y a pas de doute que le carbone ultra rigide est pas facile à manier, surtout sur des routes mouillées comme c'était le cas aujourd'hui. Les jantes hautes avec un vent latéral et sur lesquelles les freins n'accrochent pas. Est-ce que finalement, on ne l'entend pas beaucoup, les coureurs se plaignent des conditions extrêmes, la neige, la chaleur à Oman, le vent à Gand-Wevelgem, et demandent une réglementation, mais on ne les entend jamais dire quoi que ce soit sur les machines qu'ils doivent enfourcher, dont tout le monde se rend compte qu'elles ne sont pas très confortables. Philippe. Oui, je pense qu'ils n'osent pas s'exprimer sur ce sujet parce que ça concerne des accessoiristes. Enfin, parler des bicyclettes, c'est parler de leurs propres sponsors. Je pense que là, ils sont absolument gênés, oui. Je pense que d'ailleurs, c'est par leur... Ils peuvent se plaindre un peu de leur matériel, mais auprès de leur manager, et c'est au manager à prendre la décision de savoir s'ils ont envie ensemble peut-être je sais pas, de demander peut-être aux accessoiristes, aux fabricants de bicyclettes, de peut-être imaginer autre chose. Moi-même, je suis mal placé pour en parler parce que nous aussi, à Planète Cyclisme, on vit du marketing et de la publicité. On a des annonceurs. Donc, je ne vais pas aller citer toutes les marques, mais c'est évident que le carbone, aujourd'hui, quand on a des meetings avec les marques, alors je vais citer par exemple Ridley. Lorsque j'ai fait un meeting avec eux au mois d'avril, pendant les classiques, on s'est retrouvés là-bas. Et effectivement, on nous a vanté le dernier Phoenix SL qui a gagné aujourd'hui avec Greipel d'ailleurs. Eh bien, oui, voilà. Donc, à ce moment-là, on nous dit, oui, les derniers carbone est absolument magnifique, un cadre superbe. Tu parlais effectivement des roues qui sont plus hautes, moins d'adhérence. C'est exactement ça, c'est moins vrai. Maintenant, on fait avec et tout. Alors, les coureurs vont pas les critiquer, nous non plus. Oui, alors c'est peut-être aux coureurs de prendre la parole, mais on voit bien qu'ils n'en sont pas capables, pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais parce que aujourd'hui, dans le peloton du Tour de France, on a 22 équipes, donc on a 22 équipes avec des patrons différents. Donc c'est des coureurs qui ont tous des patrons différents. C'est quasiment impossible pour eux de parler d'une même voix. Bon, je voulais absolument qu'on aborde ce sujet parce que je trouve très regrettable pour ma part que depuis le départ d'Utrecht, on parle beaucoup plus de chutes, de blessés, que de cyclisme et que des vainqueurs. Alors oui, les vainqueurs sont bien traités, les maillots jaunes aussi, mais il n'empêche. In fine, c'est quand même le sujet qui est revenu le plus souvent. Alors aujourd'hui, Greipel, il a gagné. La bonne recette aujourd'hui consistait à faire son effort en deuxième rideau, c'est-à-dire que les 3 qui étaient devant, Christophe, Cavendish, Démare, ont plié les ailes. Les autres, sur l'inspiration, ont gagné. Malgré tout, est-ce que vous n'avez pas l'impression que Cavendish est moins rapide et qu'il a pris un peu d'âge, Philippe ? Oui, mais je pense que c'est pas nouveau. Ça fait déjà 2-3 saisons. Presque quand il est devenu un peu père de famille, déjà, ça a peut-être une relation avec la peur, avec la prise de risque. Lui, il a toujours prétendu le contraire, mais enfin, je pense que psychologiquement, ça doit jouer un peu. Puis c'est un peu normal avec l'âge qu'un coureur un peu finalement perde un peu ses moyens. Enfin, ça me paraît logique d'aller un peu moins vite à plus de 30 ans que quand on est très jeune. Oui. Donc le sprint gagné par Greipel pour la deuxième fois, on peut imaginer que la hiérarchie du cyclisme du sprint dans le Tour est bien installée. On voit quand même bien Greipel et Sagan dominer les autres. Est-ce qu'il y a une place malgré tout
pour d'autres. Un Tour de France, c'est long. Christophe a mis pas mal de temps à gagner sa première étape l'an dernier. Mais comment est-ce que vous imaginez, Armel, la suite des sprints? Il n'y en a pas beaucoup en plus dans le Tour. Demain, c'est une côte pour une arrivée au sprint. Est-ce que des coureurs vont savoir éliminer Greipel, parce que c'est quand même le mot? En tous les cas, il y a plus de 150 points effectivement ce soir, donc il a déjà un petit peu de marge par rapport à la concurrence. Demain, s'il y a une côte, c'est plutôt pour De Genkolb, a priori déjà sur ce sprint. De Genkolb, est-ce qu'il a une bonne équipe plutôt pour l'emmener dans ce genre avec ce genre de train? Maintenant, la concurrence, là aussi, on va en venir au manque de respect. Donc, je ne pense pas qu'on va trouver des alliés pour aller chercher Greipel. Moi, je ne vois pas ça du tout de cette manière. Une hiérarchie en plus. Alors moi je voudrais revenir sur une petite chose que disait Philippe. Oui, il a plus de 30 ans certes, mais est-ce qu'on n'a pas eu dans un ancien temps aussi des sprinteurs qui allaient un petit peu plus loin en termes de domination? Je pense peut-être à Cipollini, vrai ou faux, je ne sais pas trop là-dessus. Mais en tous les cas, j'ai l'impression que maintenant, en l'espace de 2 ans, ils ont fait déjà leur nombre leur quota de victoires très importante et puis ça ne se renouvelle pas forcément. Philippe? Oui, on peut dire Cipollini, Petacchi ont amassé un certain nombre de victoires à une époque où ils avaient chacun le meilleur train du peloton. D'ailleurs, ce sont des coureurs qui sont à l'origine, on va dire, de la renaissance des trains qui existait déjà à l'époque de Rick Van Looy, mais qui ont été remis au goût du jour par Cipollini, qui l'a réinventé à son époque et qui effectivement a gagné beaucoup de sprints comme ça. Mais je pense qu'en règle générale, ce qui a beaucoup changé, si on regarde, Cipollini d'ailleurs a modifié la géométrie du sprint. Si vous regardez les arrivées d'étapes dans les années 70-80, les coureurs sont sur toute la largeur de la route. Des sprinteurs comme Marino Basso, McEwen plus tard, n'ont jamais eu besoin d'équipiers pour leur emmener les sprints. Donc les sprints étaient plus clairs à cette époque-là. Moi, ce que je trouve là, c'est que les sprints se font quasiment un peu en file indienne, les coureurs frottent, ils doivent remonter, et c'est là que la prise de risque est vraiment énorme. Et alors donc, entre maintenant dans l'idée du sprint une question de bravoure qui, à mon avis, n'avait pas lieu d'être autrefois. Ouais, alors en ce qui concerne Cavendish et notamment aujourd'hui, je pense que c'est pas la peur n'y est pour rien. Il était devant. Ce qu'il a perdu, c'est le deuxième kick qu'il avait avant, c'est-à-dire une première accélération qu'il mettait devant comme aujourd'hui. Et puis quand ça revenait, il arrivait à en remettre une. Et là aujourd'hui, il est plus capable de le faire apparemment. Oui, ce qu'on peut penser sur Cavendish, c'est qu'il y a des vrais échecs. Aujourd'hui, c'est un véritable échec parce qu'il est en plus emmené par le maillot jaune et le maillot de champion et le champion du monde Kwiatkowski. C'est-à-dire qu'il ne peut pas avoir beaucoup mieux pour lui emmener le sprint. De la même façon qu'on peut s'interroger, ou je pense que Demar peut s'interroger maintenant sur son avenir dans les sprints massifs. Parce qu'il était bien placé, il n'avait pas d'équipier, mais enfin il s'était débrouillé parfaitement, il était parfaitement placé et il s'est fait déborder. Ça, c'est la théorie d'Andy Flickinger, qui est un grand connaisseur du cyclisme. À propos d'Arnaud Démare, il le voit travailler comme nous tous pour préparer les classiques. Ça n'a pas marché cette année parce qu'il a eu quand même pas mal de déveines. Mais Andy prétend que les qualités qu'il développe pour être bon dans les classiques se font au détriment de sa pointe de vitesse. Aujourd'hui, il faut remarquer qu'il n'était pas emmené puisque Sébastien Chavanel n'était plus là, William Bonnet n'était pas là évidemment. Ça doit pouvoir compter. Mais je pense qu'effectivement Arnaud Démare a un petit peu reculé, ne serait-ce que dans la hiérarchie des sprinteurs français. Armel? Je suis un petit peu d'accord également. Je le vois pas là. Il gagne pas les trucs importants. Et il avait surtout le champ, c'était ouvert pour lui cet après-midi. Donc, ouais. Alors, est-ce qu'il part quelques mètres un peu trop tôt? En tous les cas, c'était ouvert. Il doit aller jusqu'au bout. Ouais, Greipel l'a fait remarquer. Personne n'avait vraiment de train aujourd'hui. C'était un peu chacun pour soi. Sagan l'a fait tout seul. Et ouais, Demar, je pense qu'il est plus fait pour gagner une grosse classique, alors qu'il ne gagne pas de sprint massif contre les gros, quoi. Alors que sur une classique, il peut le faire. Toute proportion gardée, parce qu'il avait gagné des étapes du Tour de France, il me rappelle un peu Johan Musseux. Musseux, très vite, a basculé à 25 ans. Il est passé de sprinter à spécialiste des classiques. On souhaite à Arnaud d'avoir le même palmarès. Je crois que c'est 11 classiques du World Tour pour Musseux. Philippe, une fois qu'un coureur s'est installé comme ça dans un changement, dans une transformation de carrière, est-ce que c'est possible de revenir en arrière? Ça veut dire, est-ce qu'il est possible que Arnaud Démare retrouve les qualités qu'il semble-t-il a perdues?
Enfin, il avait ces qualités-là chez les amateurs où les sprints n'ont quand même, enfin, le niveau des sprints n'ont pas de rapport avec le monde des professionnels. Il est arrivé chez les professionnels où je pense que il y a une très haute adversité dans les sprints quand même. Même si Cavendish n'est plus tout à fait ce qu'il était, Cavendish, Greipel, on oublie Kittel, Degenkolb quand ça monte, plus Sagan. Bon, enfin, je pense qu'il arrive aussi dans une époque de très haute rivalité, mais quand même sur ce qu'il a fait voir, même l'année dernière, il était déjà dans le Tour. Dès qu'il y a une prise de risque, il y va pas. Enfin, c'est il se rétracte, et c'est peut-être ça le plus sensible chez lui. C'est-à-dire ce qui l'entraînera, je pense, à se diriger vers Paris-Roubaix très rapidement. Voilà. Après, est-ce qu'on revient en arrière? Non. Jalabert a eu un peu la même trajectoire. Il était parti pour être un routier sprinter. Il est devenu un coureur de classiques, d'autres classiques. Dans un autre domaine, mais voilà, il peut avoir ce genre de mutation. Je pense qu'il faut arrêter de penser de marre sur ce qu'il a démontré chez les amateurs. Champion du Tour de France, qui pour nous tous sont d'égale importance, mais tout de même au fond du cœur, nous souhaitons que le vainqueur soit désormais un petit Français. Alors puisqu'on parle d'Arnaud, qui peut-être nous fera mentir, on lui souhaite, dans ces prochains jours. Et on peut remarquer quand même que le Tour des Français n'est pas simple. Boigny nous a quittés déjà. Thibaut Pinot, c'est juste incroyable. 4 jours de malchance. Brian Cocard, il fait 8 aujourd'hui, il est tombé 2 fois. Enfin voilà. Dans la mesure où la grande spécialité française pendant des années était de s'échapper et d'essayer de gagner au bout d'une échappée, quand on connaît le cyclisme d'aujourd'hui qui empêche ces échappées d'aller au bout, et de plus en plus tôt d'ailleurs, quel type de tour on peut attendre des coureurs français maintenant, Armel ? Alors je crois que Thibaut Pinot va se concentrer maintenant sur autre chose. On peut penser par exemple, comme c'est un excellent grimpeur, le revoir sur le maillot à pois, ce qui serait très bien. Et le maillot à pois, c'est peut-être la bonne solution. T'es pas d'accord, Julien? Et pour les autres Français, effectivement, ce sera difficile pour Cocard de toute manière, quoi qu'on en dise. Il est sûrement moins rapide que ce qu'on a dressé tout à l'heure dans le panorama des sprinteurs. Et on n'a plus Boigny. Après, alors finalement, on se réjouit d'un rookie là qu'on a, c'est Warren Barguil qui lui nous a surpris sur les pavés. Alors maintenant, il faudrait peut-être pas aller dire non plus que c'est le futur vainqueur d'un Paris-Roubaix ou bien d'un Tour des Flandres. Je pense pas qu'il soit fait pour ça. Hier, il a eu beaucoup de chance, il l'a reconnu lui-même. Mais enfin, Barguil est le coureur à suivre quand on va arriver dans la montagne très rapidement. Je passe à Julien. Oui, alors je suis pas tout à fait d'accord sur Thibaut Pinot, parce que je vois pas Thibaut Pinot aller chercher les points dans l'école de 3e et 4e catégorie. Enfin, c'est pas lui, c'est pas c'est un coureur de classe. Et ce qu'il doit faire mieux maintenant pour sauver son tour, c'est déjà aller au bout, parce que vraiment il a pas de chance. Ce serait déjà pas mal. Mais après, son essence, c'est de se battre avec les gros en montagne. Et s'il fait ça, il peut aller gagner une étape. Et le maillot à pois, s'il doit venir, il viendra, comme Quintana a pris le maillot à pois en 2013, si je me rappelle bien. Alors Philippe, on peut s'en remettre encore à qui? Tony Galopin pour une victoire d'étape, Romain Bardet, parce que finalement, à part le premier jour, il n'est pas si mal que ça. Alors, qui, côté français, peut nous ramener un peu le sourire? Le sourire, je ne sais pas. Enfin, moi, j'accorde moins d'importance aux victoires. Ce qui est important, c'est le comportement, c'est s'inscrire dans la course, c'est le romanesque. Moi, je ne condamne pas Thibaut Pinot. Il a dit hier que le général, pour lui, c'était fini. Je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Je pense qu'en montagne, il va y avoir de tels écarts. 2-3 minutes s'annulent très vite. Il faut le laisser. L'intérêt, c'est de savoir s'il aura cette capacité à surmonter la contrariété, c'est-à-dire à surmonter cette adversité, cette malchance qui est un peu poissarde qui lui colle à la peau depuis le départ d'Utrecht. Bon, moi j'y crois, il est fait pour des routes larges, pour des sommets ensoleillés, pour des voies royales. Il faut attendre un peu, le Tour de France nous a habitués à de grands renversements de situation. Bien messieurs, c'est le moment de conclure. On va conclure par le concours de pronostics, savoir qui peut gagner demain, en rappelant que l'arrivée au Havre n'est plus du tout celle qui avait permis à Cipollini de gagner une année, à Thierry Marie de lever les bras après une très longue échappée en venant d'Arras. Demain, c'est une arrivée en côte. Alors qui? Greipel, peut-être pas, mais Philippe? Degenkolb ou Sagan. Je joue Degenkolb, comme je le disais tout à l'heure. J'ai gagné hier, je vais rejouer aujourd'hui, je vais dire Sagan, cette fois-ci ça va finir par passer. Bien, moi je vais dire Brian Cocard pour faire un petit peu différent, parce qu'il n'est pas si mal dans les bosses. S'il est bien placé au pied, on ne sait jamais. Merci beaucoup messieurs.
On se retrouve demain soir au Havre et cette émission est réalisée par monsieur Olivier Leroc.